et comment la réflexion et le questionnement éthique nous ont permis de résister à la syndémie à Covid-19. Voilà, excusez-moi, juste pour m'habituer. Donc, nous parlons de syndémie et non plus de pandémie parce qu'aux Antilles, nous sommes en situation syndémique, c'est-à-dire un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques et environnementaux qui, par leur synergie, aggravent les conséquences de ces maladies sur une population. Et nous, donc, membres de l'espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des îles du Nord, ainsi que membres de la cellule de soutien éthique, nous avions, dès le début de cette pandémie, pensé que nous allions entrer en résistance. Nous ne savions pas ni comment, ni à quoi, ni à qui nous allions résister, compte tenu de la complexité de notre contexte social, local. Alors, une petite description de ce que nous avons appelé le chaos de la fin d'année 2021 en Guadeloupe. Tout d'abord, un tsunami au mois d'août, non pas une vague, mais un tsunami, avec une mortalité élevée d'au moins le double de celle qui avait existé dans l'Hexagone. Une couverture vaccinale très faible et des comorbidités très importantes. Et puis, à la fin de l'année, après le début des suspensions des soignants, un embrasement sociétal et politique avec donc un blocage total de la Guadeloupe pendant environ 1 mois, avec un accès impossible aux soins pendant environ une dizaine de jours. Alors, je ne vais pas vous parler des sources de ce chaos, mais ça pourrait être intéressant, mais je n'ai pas le temps. Alors, quelle résistance nous avons mis en place au sein de notre cellule de soutien éthique? Donc, une résistance à l'inertie médicale, parce que nous nous sommes opposés à une certaine inertie médicale en voulant protocoliser de façon différente la priorisation des soins, non pas rester simplement sur le plan technique, et en défendant un pluralisme des voies thérapeutiques et des manières de soigner, plutôt d'accompagner les patients dans ce chaos, en particulier sur le plan des soins palliatifs, des filières non-Covid et de l'accès aux soins. Nous sommes également entrés en résistance contre la résistance. Alors, attendez, je me suis trompée. Avec l'organisation. Alors la résistance, écrit en créole, c'était vraiment la confrontation de la société à tout ce qui venait d'en haut. Et donc, nous sommes entrés dans cette résistance, contre cette résistance, en essayant de faire ce que nous pouvions. Et donc, nous avons, dès le mois d'octobre 2020, fait un webinaire sur l'éthique et les catastrophes. Et donc, ce webinaire avait comme sous-titre « Comment se préparer à prendre soin dans le chaos ». Donc, nous avions déjà pensé au chaos à cette époque. Nous avons fait des webinaires publics, des webinaires pour les soignants, malgré les pressions syndicales qui étaient très, très fortes. Et nous avons essayé également de mobiliser la société civile, en créant des webinaires pour les élus locaux, pour la conférence santé autonomie, pour les fonctionnaires territoriaux, par exemple. Alors, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Nous avons également résisté contre un certain conformisme éthique parce que nous avons osé protocoliser la priorisation après une réflexion approfondie et un questionnement éthique. Et nous avons également résisté contre la verticalité donc, des mesures nationales. Nous avons envoyé un avis à l'ARS pour nous opposer à la quatorzaine qui existait en Guadeloupe. Alors la quatorzaine, on enfermait les gens qui arrivaient en Guadeloupe pendant 14 jours à l'hôtel de façon très autoritaire avant qu'ils puissent commencer à circuler en Guadeloupe.
nous sommes aussi insurgés contre l'interdiction des visites hospitalières, surtout au début de la pandémie, parce que nous n'étions pas encore touchés à ce moment-là. Nous avons aussi, dans certains établissements, EHPAD en particulier, transgressé de façon salutaire l'arrêté de confinement, et nous avons décidé de ne pas confiner nos personnes âgées, malgré tout, et de façon salutaire parce que nous n'avons pas eu d'infection, et ça leur a permis de continuer à bien vivre. Et nous avons aussi fait preuve de solidarité avec les soignants parce qu'au lit du malade, c'était très compliqué. Alors, quelles ressources avons-nous utilisées pour résister, justement ? D'abord, une phase de réflexion intense. Pendant 3 mois, nous nous sommes réunis toutes les semaines et nous avons réfléchi, nous nous sommes questionnés, essayé de répondre aux valeurs, à quelles valeurs donner en priorité, et devions-nous prendre cette responsabilité d'organiser une priorisation dans cette crise qui était le résultat de beaucoup de choses. Nous avions une boussole éthique que nous avons essayé de toujours garder, c'était comment continuer à prendre soin dans le chaos. Nous avons donc rédigé une charte médico-éthique, une procédure médico-éthique, une fiche médico-éthique d'aide à la décision, avec des critères médicaux, locaux, actualisés en fonction de ce qui s'était passé, et des critères non médicaux, avec une démarche inclusive. Nous avons collaboré étroitement avec les services de réanimation. Nous avons donc dans un premier temps participé à leur adaptation des critères médicaux d'entrée donc en réanimation, basés sur les comorbidités locales. Nous avons également mis en place une astreinte éthique qui est restée pendant 1 mois et demi, 24 heures sur 24, avec une ligne téléphonique et de mail donc destinée à ça, composée d'un médecin, d'un membre de la société civile et d'un psychologue, pour pouvoir être prêt à aider à la priorisation si elle avait lieu. Et cette priorisation, on va dire heureusement, nous l'avons en effet mise en jeu, mais de façon finalement peu nombreuse, parce que nous avons été aidés au niveau national, et il faut en parler aussi, la solidarité nationale est entrée en jeu. Nous avons fait des évacuations sanitaires de façon importante, à peu près 100, et nous avons également aussi reçu des renforts sanitaires. Et nous avons créé, avec l'aide des renforts sanitaires et les infirmières locales, ce que nous avons appelé une équipe de liaison éthique, donc qui était en charge de recueillir les informations nécessaires à la première partie de la fiche médico-éthique et qui était aussi destinée à écouter les patients, écouter les familles et écouter les soignants pour essayer un petit peu de comprendre leurs souffrances. Nous avons rédigé également un guide de communication pour tous les soignants pour leur permettre d'avoir les mêmes termes et pour pouvoir les aider à communiquer avec les familles. Nous avons également, avec l'aide du professeur Delfrécy, que nous remercions encore, contribué à déployer les soins palliatifs dans tous les hôpitaux et dans tous les services, parce que tous les services se sont transformés à un moment donné en services Covid. Et enfin, nous avons rédigé des recommandations. Alors, qu'est-ce que nous avons essayé d'utiliser pour résister ? Certaines vertus, la neutralité et l'écoute, pour ne pas faire le jeu de la polémique ni se faire instrumentaliser. Beaucoup de volonté pour rester au cœur des débats en apportant notre force de réflexion et notre volonté d'assumer nos responsabilités, parce que nous avions toujours l'impression d'aller au-delà de nos missions, et nous sommes allés au-delà de nos missions, mais nous avons assumé cette responsabilité entièrement, pour toujours accompagner les patients, les familles et les professionnels. Alors, en conclusion, avons-nous pu résister au tragique ? Et nous pouvons répondre en partie, parce que grâce à cette réflexion initiale, nous avons été confortés dans notre légitimité à intervenir, justement, au mois d'août 2021,
pour accompagner patients et familles, faire reconnaître des valeurs constitutives du soin dans des procédures de gestion de crise, donner un sens aux soins face à ce tragique et ainsi être un rempart à l'effondrement des soignants. C'est ce qu'a souligné le docteur Marc Valette à plusieurs reprises. Nous avions ce qu'il appelait un effet ange gardien, c'est-à-dire que les soignants pouvaient prendre des décisions de façon beaucoup plus sereine. Et nous avons aussi essayé de redonner un visage à chaque être humain, à chaque patient, pour ne pas qu'il soit l'objet justement d'une trop grande précipitation. Mais pour autant, la réflexion éthique a aussi rencontré ses limites. Face à certaines situations dramatiques de priorisation, il n'a pas toujours été possible ni raisonnable d'attendre de cette réflexion qu'elle puisse pleinement donner du sens à des choix humainement inentendables. Et puis les conséquences de choix politiques, organisationnels, qui ont aussi façonné le visage de cette crise, tout comme la violence de l'épidémie et du contexte social, ont mis en lumière la vulnérabilité de la réflexion éthique dans son ambition de défendre et préserver des valeurs essentielles, quoi qu'il arrive. En conclusion, nous pouvons dire qu'à ce jour, en Guadeloupe, on est à mi-chemin à ce que nous appelons une suradaptation et la résilience. Et à l'Érégide, nous souhaitons continuer à accompagner les professionnels de santé de façon pratique et concrète pour les aider à cheminer vers cette résilience nécessaire pour vivre ensemble de façon beaucoup plus apaisée. Et donc, nous allons paraphraser donc Henri Bergson en disant « Nous allons essayer d'agir en hommes et femmes de pensée et penser en hommes et femmes d'action. » Merci de votre attention. En créole, nous cadizot, merci pour être écouté. Par intérim de l'espace de réflexion de la Guadeloupe et des îles du Nord. Alors en fait, ça a été une aventure collective. Et ça, vraiment, je pense que ça a été l'essentiel. Donc, une phase intense de réflexion au départ, donc très précocement, puisque c'était entre mars et mai 2020, où, au vu de notre insularité, nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce que nous allons faire si tout s'embrase, c'est-à-dire à la fois la France métropolitaine, la Martinique à côté, qu'est-ce qu'on devient en fait? Et c'est pour cette raison que nous avons mis en forme un espèce une priorisation, mais le but, c'était vraiment de pouvoir garder notre humanité dans la priorisation. C'était ça le but essentiel. Et donc, on s'en est sorti collectivement, avec, après cette phase, beaucoup de rencontres. On a organisé des sessions avec, par exemple, monsieur le professeur Delfrécy, avec le professeur Vivorca, où on a essayé justement de comprendre ce que nous avons vécu et d'essayer de voir ce que nous pouvions en tirer, à la fois sur le plan collectif, comment aller vers une démocratie sanitaire, parce que ce qui nous a aussi gênés, c'était de savoir qu'au moment où nous avions voulu faire participer, par exemple, la CSA, un peu mieux aussi nos partenaires qui étaient les établissements hospitaliers, il y avait une incompréhension, et que cette incompréhension, elle s'est rapidement levée au moment où il a fallu agir. En fait, là, tout le monde a compris pourquoi on les sollicitait. Donc, la réflexion, elle continue toujours de façon collégiale vers comment aller vers plus de collaboration, de concertation avec les autres acteurs, que ce soit nos concitoyens et les instances. Bien, merci pour votre réponse.